Gertrude Bourdon, bonjour et merci de nous recevoir dans le cadre de l'Université du Change Management. Première question, pourquoi associe-t-on ces deux institutions, CHU de Québec, Université de Laval? C'est dans un esprit de conformité avec l'ensemble des CHU du Québec. Il y a le CHU de Sherbrooke qui est lié à l'Université de Sherbrooke. On a des contrats d'affiliation spécifiques pour les CHU. Le CHU de Montréal qui est associé à l'Université de Montréal et le CHU de McGill qui est associé à l'Université McGill. Alors, il y avait seulement à Québec qu'on ne retrouvait pas le nom de l'université dans le nom du CHU, donc on a corrigé ça lors de la loi en 2015. Alors, le CHU de Québec, c'est un grand établissement, sans doute peut-être un des plus grands établissements du Québec. Enfin, vous le repréciserez. Dans les CHU, le CHU, c'est le plus grand établissement, le plus grand CHU au Québec. D'accord. 13 500 salariés, j'ai vu un chiffre d'affaires à peu près, ou budget d'un milliard, plus d'un milliard, 1,1 milliard, dit-on, de dollars, et puis également des projets importants, d'ailleurs que vous aviez présenté en France récemment, nous l'avions à Nice, lors d'un colloque, vos grands projets de développement d'un, dit-on, dit la presse, disent nos confrères, un super hôpital en 2023. C'est cela à peu près? Voilà, on a 3 livraisons. On a une livraison du Centre intégré en cancérologie en 2020, qui est un projet déjà de 600 millions. Et en 2023, il y aura un cyclotron entre-temps, un centre de recherche. 2023, le centre des soins critiques qu'on appelle, le cœur, et l'ensemble de la rénovation de l'hôpital de l'Enfant Jésus en 2025. Donc, ça nous mène en 2025. Pour continuer un petit peu à vous présenter à celles et ceux qui vous regardent ici à l'université, dont le cadre de l'Université du Change Management, ce mardi 3 juillet à Paris, un de mes confrères, Normand Provencher, que nous connaissons, du Soleil, a dit que vous étiez une femme forte, la femme forte du Québec, c'est ça? On vous résume comme ça? Ben, lui, enfin, lui a fait ça, mais c'est simplement gentil. D'accord. En tout cas, alors pour mieux vous connaître également, donc vous êtes la directrice générale d'un CHU et d'origine vous êtes soignante, infirmière. Parlez-nous en 2 mots de votre itinéraire, très rapidement, et on en vient ensuite au centre de notre entretien. Alors, j'ai terminé ma formation en 1984. Je suis arrivée dans le domaine de la santé un peu tard. J'étais dans le domaine de l'entrepreneuriat avant, pendant une dizaine d'années. Et tout à coup, j'ai eu le cœur vers le monde de la santé. Donc, j'ai fait de la pratique en soins infirmiers, en néonatologie pendant environ 6 ans. Et par la suite, j'ai accédé à un poste de cadre infirmier sur une unité de pédiatrie pour gravir les échelons à environ aux 5-6 ans. Puis, j'ai été chanceuse parce que j'ai rencontré toutes les réformes sur mon parcours, ce qui m'a donné pour moi des opportunités de carrière très, très intéressantes, qui demandaient beaucoup de travail, mais donc par la suite, j'ai gravi les échelons pour accéder au poste de directrice générale. Et en 2015, là, avec la dernière réforme, il y a eu une réduction d'établissement. Alors là, je suis devenue PDG, présidente directrice générale. Oui, alors beaucoup de réformes, effectivement. Alors, on va entrer dans le cadre, dans le centre de notre entretien. Pour autant, est-ce que la carrière, est-ce que le Québec vous a permis à quelqu'un comme vous, soignant à l'origine, de gravir, comme on le dit, les échelons et de devenir le patron d'un très grand établissement? Vous connaissez bien la France. Est-ce que, et ça sera peut-être vraiment une question, ma première question de notre entretien au-delà de la présentation, est-ce que l'on pourrait réussir, selon vous, Gertrude Bourdon, est-ce qu'on pourrait réussir, est-ce qu'une femme comme vous pourrait réussir en France? À votre avis? Sûrement pas dans la même ligne de formation. Parce que nous, au Québec, on a cette possibilité d'avoir des parcours de toute provenance pour accéder à un poste de directeur général de haut niveau dans la santé ou même de sous-ministre. On peut avoir une origine d'infirmier, de physiothérapeute, d'ingénieur à la limite, d'économiste.
Alors, c'est beaucoup le parcours qui va, la formation, bien sûr, ça prend une très bonne formation, mais c'est le parcours et l'expérience et les succès, je dirais, qui vont déterminer notre parcours. Selon vous, c'est plutôt une bonne chose et chez nous, ce serait un frein si cela ne pouvait pas se passer de cette manière? Je pense que c'est un frein. Les Américains, on est plus proche des modèles américains et ontariens, canadiens, où il y a beaucoup d'infirmières qui accèdent à des postes de directrice générale en Ontario. Moi, j'ai des collègues là. Aux États-Unis, c'est particulièrement les médecins. D'accord. Alors, ah oui, ce serait donc plutôt chez vous des soignants et aux États-Unis des médecins. C'est quoi? C'est une habitude? Non, on a quand même des médecins au Québec aussi. D'accord. Puis au Canada. Pas Moi, nécessairement j'ai des amis au Canada. Il y a des écoles de management hospitalier pur avec des gens qui, comme chez nous, se sont réellement formés à la gestion hospitalière? C'est pas aussi pur. Nous, à l'ENAP, à l'École nationale d'administration publique, ce sont des formations beaucoup pour les ministères, organismes et le monde de la santé. Donc, c'est plus général dans l'administration publique. C'est parce que on considère que l'hôpital, de ce point de vue, est peut-être vraiment, alors on déteste employer ce terme, je crois, en France, une entreprise, mais et finalement dans les pays anglo-saxons, c'est plus classique de considérer un grand établissement de soins comme une entreprise. Je dirais que c'est pas si souvent utilisé comme une entreprise. Moi, personnellement, je le vois comme une entreprise. Sauf, comme disait Mintzberg, on est dans une bureaucratie professionnelle. Donc, il faut donner de la place aux professionnels, ce qui n'est pas la même chose, par exemple, qu'une usine où on n'a que des travailleurs, je dirais, moins formés, par exemple. Vous savez, Gertrude Bourdon, que le Québec a toujours été le voyage initiatique pour les Français, pour celles et ceux du monde de la santé qui voulaient se renseigner, s'informer sur des systèmes performants. Est-ce que j'ai peut-être le sentiment que le voyage initiatique est un peu passé de mode? Est-ce que c'est vrai selon vous? Et si c'était vrai, pour quelles raisons? Dans une certaine mesure, je vous pose peut-être la question de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de votre système. Je dirais souvent ce que mes collègues français admirent du Québec, c'est la rapidité avec laquelle on fait les réformes. Alors, la question après, est-ce que c'est un avantage de les faire aussi rapidement? Je pourrais répondre plus tard. Parlez votre deuxième objet de votre question? Non, la question c'est cette capacité, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en réalité, nous venons chercher chez vous des recettes pour transformer notre système de santé, le moderniser, le changer. L'améliorer, etc. Et ma question était peut-être, effectivement, vous savez qu'à l'université du Change Management, nous recevrons également des collègues, une de vos collègues danoise. Alors aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est le Danemark qui a volé la palme de la réussite pour les Français. Enfin, bref, en tout cas, ce qui est certain, et notamment au travers de la dernière grande réforme que vous vivez encore, c'est vrai que la capacité, ce que vous appelez la capacité de transformation, est absolument considérable chez vous. Peut-être même, dit-on, que ça va trop vite. Oui, oui, mais on a les réformes dans l'histoire ont quand même toujours reposé sur les ministres, c'est-à-dire le leadership des ministres. Si on prend la réforme Castonguay à la fin des années 60 avec la mise en place de la carte d'assurance maladie, qui était une révolution à l'époque, que ce soit la réforme de Jean Rochon avec le virage ambulatoire, qui sont des grands jalons, Dr Couillard avec la consolidation et intégration avec la première ligne, Dr Barrette dernièrement avec cet aplatissement de la structure dans le monde de la santé, c'est-à-dire dans le système lui-même. Mais je pense que c'est un peu partout que les grandes réformes reposent sur la volonté des ministres. Au Québec, il y a un enjeu aussi, c'est l'enjeu, je pense, de la richesse collective. Les grandes réformes se sont toujours faites sur principalement des raisons de réduction des coûts et de réduction des coûts importantes.
Alors, quels sont les buts recherchés? Donc, vous répondez les coûts, mais vous mettez souvent en avant la qualité aussi, la sécurité, non? Oui, c'est-à-dire de préserver la qualité et la sécurité, même les moyens qu'on a, la reddition de comptes vise à l'améliorer. Donc, la pertinence de ce qu'on fait. Hein, il y a beaucoup de coûts on peut éviter. Le mouvement Choosing Wisely démontre qu'on peut économiser des milliards en pertinence. Mais le but des réformes, c'est beaucoup, toujours la diminution des coûts et l'augmentation de l'accès. Si on se compare avec la France, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous parlais qu'ici au Québec, d'avoir une prothèse de hanche et du genou en moins de 6 mois, la norme, c'est maximum 6 mois. Et pour les collègues français, ça semblait très long. Alors, je pense que la France, vous êtes conviés à moderniser des pratiques, mais vous n'avez peut-être pas tant que ça un réel problème d'accès. Pas Oui. autant que nous. Probablement. Et quelle en est selon vous la raison? Et est-ce que vous arrivez à corriger ces délais d'accès aux soins? Oui, on sait effectivement que ce modèle québécois, canadien, par certains côtés, nous paraît idéal, mais en revanche, on sait aussi qu'il y a des délais d'attente. Vous savez, Gertrude Bourdon, moi j'ai été frappé lors de ma venue chez vous au Québec de constater que les professionnels québécois nous disaient un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en réalité, notre système ne serait pas aussi mauvais que ce que nous croyons qu'il est. Et quel est votre jugement, vous? Pour ce qui est du patient, je pense que votre système est meilleur que le nôtre. L'impact sur le patient étant si on regarde, nous, ce que la population veut, c'est un accès facile, rapide et gratuit, et la gratuité. Et en France, je pense que vous avez ces éléments-là. Vous avez des urgences performantes, vos SAMU fonctionnent bien et vous avez un accès à la chirurgie qui est plus rapide. J'ai des collègues ici français qui me parlent de leur mère en France et puis il y a un accès facilité. Il y a tout l'aspect libéral. Nous, le système est beaucoup plus relié au système de santé global. Oui. Donc, dans le système. Oui, ce que vous reconnaissez, c'est que l'on a cette mixité privée, publique, et c'est plutôt pour vous un système qui marche de ce point de vue-là, tout au moins. Ça semble faciliter l'accès et le choix pour la population. Les coûts de votre système de santé, globalement, sont à peu près équivalents aux nôtres? Non, les coûts par capita, je me souviens plus par cœur, mais je pense que nous, oui, nous, c'est plus bas, de mémoire. D'accord. Alors, il y a un point dans cette approche que je fais avec vous, un petit peu sur l'écosystème. Il y a une approche que vous avez, notamment les Canadiens et les Québécois en particulier, c'est l'approche territoriale, c'est cela? Oui. On appelle aussi la responsabilité populationnelle. Donc, chaque centre, je vais dire centre, depuis la réforme de 2015, chaque centre intégré de santé et services sociaux a une responsabilité sur sa population. Alors, revenons à la manière dont ce système de santé, les hôpitaux aussi, sont réformés. Vous avez souligné l'importance du ministre de la Santé, mais également, ma question est comment, dans le fond, les pouvoirs publics se sont-ils pris pour mener leurs réformes? Les professionnels ont-ils été sollicités? La réforme les a-t-elle mobilisés? Et dans le fond, comment les professionnels eux-mêmes et la population a vécu ou vit ces transformations? Les grandes réformes ont toujours été en top-down, nécessairement. Mais je pense qu'une réforme en bottom-up, ça n'arriverait pas, là. Donc, ça a été amené. Je vais prendre la réforme du virage ambulatoire début des années 90, qui a amené en 1995 à la fermeture d'hôpitaux au Québec et de rassemblement d'hôpitaux, donc de fermeture massive de lits. Ici, à Québec, on a fermé plus de 1000 lits.
dans cette période-là. Donc, c'était un virage ambulatoire qui amenait des économies en fermant des lits et que que nous devions préparer là, pendant environ 5 ans. Et donc, dans le virage ambulatoire, sous le leadership là, du docteur Jean Rochon, c'est fait quand même graduellement, mais ça a été très, très difficile quand même. Parce qu'en fermant des hôpitaux, on accueillait des infirmières dans nos milieux hospitaliers, alors il fallait les orienter. Il y avait des deuils, il y a eu beaucoup de maladies. Alors, c'est des changements importants pour les gens. Pourtant, dans une petite ville qui, entre nous, je pourrais vous dire, il n'y avait pas 500 kilomètres à parcourir de différence, là. Mais les gens vivaient ça très, très difficilement. Mais ça a été, malgré tout, un succès mais qui a demandé peut-être 10 autres années de préparation, d'organisation de la première ligne, des CLSC pour mieux accueillir les patients. Il y avait une de vos questions sur l'organisation des médecins libéraux. Donc, les médecins de famille ont dû aussi voir davantage de patients, les prendre en charge avant la chirurgie et après. Et on a augmenté les espaces aussi en chirurgie d'un jour, les unités de soins ambulatoires. On n'avait pas les budgets pour le faire. Donc, ça a été plus improvisé. Aujourd'hui, si on refaisait ça, on ne le referait pas de la même façon. Ça, c'est facile à dire. Mais là, on est dans cette réforme maintenant. Et c'est rapide aussi, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'on doit augmenter l'accès rapidement, augmenter l'accès à nos plateaux techniques. Nous, on a des IRM de nuit. Nos résonances magnétiques fonctionnent jour, soir, nuit. C'est ce qui est visé partout au Québec. On a nos TEP, là, nos tomographies par émission de positron, la même chose. Partage des plateaux techniques entre les établissements même pour donner l'accès aux patients. Des systèmes informatiques qui vont nous permettre de partager l'accès, donc permettre aux patients de prendre leur rendez-vous où ils ont un accès plus rapide. Alors, c'est une réforme qui est beaucoup une consolidation des 20 dernières années, mais où on a une reddition de compte très, très serrée de l'accès, de la mesure d'accès. On dit d'ici, mais enfin il y a quand même l'Atlantique qui nous sépare, mais on dit que c'est quand même une réforme très libérale chez vous en ce moment. C'est vrai ou pas vrai? Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, en tout cas, essentiellement centré sur favoriser le privé, favoriser la médecine ambulatoire, au détriment peut-être des structures hospitalières. Vous ne verriez pas ça comme ça? Pas favoriser le privé. Mais en tout cas, on n'est pas rendu là, mais je pense qu'on va peut-être y venir un peu plus près de ce que fait la France, mais favoriser la médecine, ce qu'on appelle la médecine de première ligne ou les soins primaires. Donc, mieux organiser les soins primaires, particulièrement à la population âgée, pour éviter qu'elle vienne à l'hôpital. Donc, mais c'est pas une médecine libérale, parce que nous, nos médecins, même s'ils ont une super clinique, ils sont rémunérés par l'État. On avait été impressionné par la réaction de certains confrères québécois qui disaient ne pas vouloir être augmentés, ce qui nous paraissait absolument extraordinaire ici. Personne n'aurait jamais osé ou n'aurait eu l'idée de refuser des augmentations de salaire en France. Oui, je pense que c'était une juste expression d'un malaise, de différence de rémunération, quelquefois entre les médecins et les autres professionnels. Alors, dans des réformes que nous évoquons, alors au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, est-ce qu'il s'est appuyé sur quelques méthodes particulières de transformation, des outils clés, des stratégies, des outils, des méthodes, et vous-même, à votre niveau hospitalier, plus intra-hospitalier, est-ce que vous avez des modèles, est-ce que vous vous appuyez sur des modèles théoriques de transformation? Ma question est comment vous embarquez, c'est notre grande question de notre université, comment on embarque les professionnels de santé, les patients aussi d'ailleurs, dans ces grandes transformations? La réforme a eu lieu en 2015. Moi, j'ai eu le privilège de faire une fusion volontaire, donc j'ai fait une transformation avec 2 autres hôpitaux qui étaient des centres hospitaliers affiliés. Et j'ai fait ça en 2012. Et quand j'ai fait cette fusion volontaire, j'ai fait le tour des équipes et j'ai donné du sens à cette transformation-là pour créer un grand CHU qui s'appuyait sur les meilleurs standards de pratique. Vous savez que les CHU, on a des unités d'évaluation des technologies, des modes d'intervention en santé. Ce sont comme
nos bureaux pour s'assurer qu'on agit sur les meilleures pratiques. On a des sources documentaires et on fait des recherches. Une équipe fait des recherches pour s'assurer qu'on soit dans la pertinence et dans les meilleures pratiques. La réforme du Dr Barrett, elle est essentiellement dans le même sens, en réduisant donc les paliers entre les établissements et le ministre, ce qui est, à mon avis, un avantage. Et la réforme s'appuie sur l'amélioration, c'est-à-dire de répondre aux besoins de la population. Donc, on ne peut pas être contre ça. C'est sûr qu'une réforme, à cause des dimensions politiques, doit être appropriée. Les leaders doivent se l'approprier. Comment le ministre a fait ça? En nommant des présidents, directeurs généraux, et il a enlevé un peu de pouvoir au conseil d'administration. Pour moi, si vous me posez la question dans ma pratique, ça n'a rien changé. Je travaille très, très étroitement avec la gouvernance de mon établissement et je pourrais presque vous dire que c'est la même chose partout au Québec. Pour tous les PDG, ils travaillent étroitement avec leur conseil d'administration. Donc, une gouvernance quand même solide, des pouvoirs accrus au PDG, un lien plus direct avec le sous-ministre et le ministre. Donc, ça nous permet de suivre en temps réel sa vision et de partager avec lui en temps réel sa vision. Donc, ça veut dire que notre ministre, le Dr Barrett, nous rencontre presque une fois par mois les 34 PDG du Québec, ce qui est une table d'animation, comme vous pouvez voir, assez extraordinaire. Cette table-là crée une synergie aussi entre toutes les réalités du Québec. Parce que ma réalité comme CHU, à Québec, dans une petite ville de proximité, et la réalité de la Mauricie, centre du Québec, sur un territoire de plusieurs centaines de kilomètres, elle est très différente. Mais c'est important qu'entre nous, nous comprenions ces réalités-là parce qu'on peut soutenir mieux nos collègues et vice-versa. Alors, on a, avec la réforme, le gros avantage, c'est qu'on a créé presque une famille au Québec, ce qui est un grand défi. Ce qui est encouragé aussi par, on a un grand comité de gestion réseau, c'est le partage des meilleures pratiques. Donc, on fait des présentations de ce qu'on a réussi et qui va bien et qui donne des résultats. Ces meilleures pratiques-là ne sont pas nécessairement transposables intégralement, mais le sont en général. Et donc, on a réussi à quand même améliorer rapidement l'accès en imagerie, en chirurgie, en oncologie. Et ce que je vous dis là, ça, c'est des données qu'on suit là, mensuellement. Et sur le plan théorique, et ce sera ma dernière question, sur le plan théorique, vous vous inspirez beaucoup de travaux universitaires européens ou américains ou tout simplement chez vous, Québécois, Canadiens? Partout dans le monde. Partout. Royaume-Uni, beaucoup. La France, le Danemark, là, les pays de la Scandinavie, les États-Unis, beaucoup, puis le Canada et l'Australie. Je dirais que c'est nos pays phares, là. Merci de nous avoir accordé cet entretien.